Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont normalité, stupéfiant et candidature. Une apparence de normalité en Russie 2 jours après le soulèvement du groupe Wagner. Dans une nouvelle vidéo, Vladimir Poutine parle économie et industrie comme si de rien n'était. On ne peut pas déplorer les enfants tués dans les quartiers et glorifier la consommation récréative de stupéfiants. Mobilisation anti-drogue d'Emmanuel Macron qui veut lancer à Marseille les amendes simplifiées payables immédiatement. Et puis tout le monde est d'accord pour une 3e candidature d'Emmanuel Macron selon Roselyne Bachelot. Oui, tout le monde, même vous. Le premier intéressé assure pourtant qu'il n'en rêve pas en se rasant. Les vraies voix Sud Radio. Уважаемые друзья, поздравляю вас с началом работы Je международного vous félicite d'avoir lancé ce forum industriel de la jeunesse pour les ingénieurs du futur. Vladimir Poutine, comme si de rien n'était ou presque, le président russe est réapparu aujourd'hui dans une vidéo sans un seul mot sur la mutinerie de samedi. Réapparition aussi du ministre de la Défense mis en cause par le chef du groupe Wagner, Prigojine. Très affaibli par cette crise, Sergueï Shoïgu s'est mis en scène en train d'inspecter ses troupes sur le front ukrainien. Une apparence de normalité à Moscou, malgré le jour chômé, comme en témoigne Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe. Il est sur place dans la capitale russe et pourtant, selon lui, cette crise pourrait bien laisser des traces. C'est tout le mythe ou l'image de la verticale du pouvoir, de la stabilité, qui était déjà écornée, mais qui sont battues en brèche. Une vérité assez crue, qui n'est peut-être pas très connue au-delà de Moscou, c'est que finalement, ils auraient pu aller jusqu'au Kremlin. C'était pas forcément leur objectif, mais ce qu'a révélé cette crise, c'est que ces colonnes, elles auraient pu aller plus loin. À un moment, la sécurité de la capitale, et c'est aussi assez humiliant je pense, dépendait des détachements tchétchènes de M. Kadyrov, qui étaient probablement les seuls à pouvoir les arrêter. Tout ça va laisser des traces dans les esprits. Comment les élites qui sont au cœur du système vont réévaluer le rapport de force? Est-ce qu'elles voient toujours Poutine comme le garant du système ou comme quelqu'un de très affaibli? La population, si on fait un parallèle, une comparaison, n'est pas sortie dans les rues comme en 1991 lors du putsch à Moscou pour soutenir Poutine. Le directeur de l'Observatoire franco-russe, Arnaud Dubien, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Prigojine, en tout cas, a mis fin à la rébellion samedi soir en échange d'une immunité pour lui et ses hommes après la médiation du président biélorusse. Pourtant, selon les agences de presse russes, l'enquête criminelle qu'il vise pour appel à la mutinerie armée est toujours en cours. Par ailleurs, le groupe Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique, assure le ministre russe des Affaires étrangères. Réaction, je voudrais vous faire réagir les vraies voix sur le Mali et la Centrafrique qui était, et en plus on a la chance d'avoir Madi avec nous, qui était le précaré français. Est-ce que si maintenant Wagner n'a plus le soutien de l'État russe, la France pourrait pas en profiter, l'armée française, pour reprendre le dessus par rapport à Wagner ? Philippe Bilger. Sûrement, et je crois me rappeler une époque où Poutine indiquait qu'il n'avait rigoureusement rien à voir avec Wagner. Et que Wagner, il ne connaissait pas. Et on voit à quel point il a été fragilisé par Wagner. Mais Madi est beaucoup plus doué que moi pour répondre à cette question. Je ne sais pas, je n'ai pas la prétention d'être plus doué, mais je crois que la relation entre la France et le Mali est sacrément touchée. Il y a aussi la Centrafrique. Et depuis très longtemps. Et il y a aussi la Centrafrique. Et la Centrafrique aussi, et depuis très longtemps. Donc je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Alors évidemment, la France va être tentée de jouer sa carte. Hein. Et d'ailleurs, on a très vu le président en reparler. Et là, lors du congrès qu'il y a eu il y a 2 jours, là, le sommet financier. Mais je ne suis pas sûr que du côté du Mali, les Maliens soient prêts à échanger Wagner contre l'armée française qu'ils avaient chassée. Tom Collin. Moi, je ne suis pas du tout un expert de cette région, mais en tout cas, ce qui me frappe quand même toujours, on l'a déjà dit ici évidemment, mais c'est que le groupe Wagner est privé. Enfin, c'est quand même la chose la plus invraisemblable dans cette situation-là. Même la mutinerie qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est pas exactement une mutinerie, parce que la mutinerie, c'est quand une partie de l'armée se retourne contre le pouvoir. Là, c'est un détachement privé, une sorte de délégation de service public, plus ou moins officielle. La DSP Wagner, c'est un peu spécifique. C'est ça qui est le plus extravagant à mes yeux. En tout cas, le chef de Wagner a diffusé un enregistrement audio de 11 minutes à l'occasion de sa première prise de parole. Et il fait volte-face. Il dit que l'objectif de la révolte était de sauver Wagner, pas de renverser le pouvoir russe. Vous restez avec nous, bien sûr, avec le deuxième mot, Philippe. Deuxième mot,
aux stupéfiants. Emmanuel Macron s'en prend aux consommateurs depuis Marseille. Marseille, où le chef de l'État entame une visite de 3 jours. Il a visité la prison des Baumettes, puis la cité des Campanules. Dans les colonnes de la Provence, le chef de l'État dit vouloir généraliser les amendes simplifiées, payables immédiatement. Pour ça, 5000 terminaux de paiement par carte vont être distribués aux forces de l'ordre. Marseille, où 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année dans les guerres de territoire liées au trafic de drogue. Emmanuel Macron entend cibler les consommateurs. Je veux ici passer un message à la responsabilité collective, et pardon de le dire en des termes qui sont assez directs. Mais on ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui va avec les stupes, et glorifier la consommation récréative des stupéfiants. S'il y a plus de commerce, c'est qu'il y a plus de clients. Les clients sont des gens qui peuvent s'acheter cette drogue. Je le dis ici avec beaucoup de force, devant toutes celles et ceux qui nous écoutent et aussi les médias, c'est une responsabilité collective. L'occasion aussi pour le chef de l'État de défendre son bilan en matière de lutte contre les stupéfiants. 70 points de deal supprimés en 2 ans, soit moins 43%. 3 commandos de tueurs interpellés, 600 armes saisies, dont 50 Kalachnikov pour la seule année 2023. Autre chiffre mis en avant par Emmanuel Macron, 6000 consommateurs de stupéfiants verbalisés à Marseille rien que cette année. Est-ce que vous voyez les policiers avec leur terminal aller dans les quartiers pour demander aux dealers et aux consommateurs de payer ? Alors, ma chère Cécile, vous êtes dans la ligne majoritaire qui se moque un petit peu de cette initiative. Je trouve qu'elle représente tout de même un petit progrès, même si les policiers s'en moquent. J'ai entendu un policier dire à quel point il ne se voyait pas faire de la perception. Mais il n'empêche que pour le reste, j'approuve absolument les propos du chef de l'État. Je trouve qu'il a raison. Et ça, encore une fois, si on parvient à faire payer les amendes tout de suite, ça me paraissait une évidence qui aurait dû être faite depuis longtemps. Oui, mais ça veut dire que les vendeurs, en tout cas les policiers, seront avec du liquide sur eux, c'est bien, c'est pas dangereux. Ah ouais, non. Et je trouve que c'est évidemment plus facile de s'en prendre aux consommateurs plutôt que d'aller voir les dealers. Déjà, évidemment, c'est plus simple. Et les pauvres policiers qui sont déjà débordés, ils ont trop de boulot, ils ont un problème de chiffres. Maintenant, on va leur dire, vous allez aller encaisser les amendes de la drogue. Ça aussi, ça va être un autre problème. Et puis ça les transforme un peu en contrôleurs RATP quand même. Oui. Ça ressemble quand même vraiment beaucoup à ça. Vous allez leur dire la prochaine fois qu'ils vous arrêteront. Est-ce que le billet va à la bonne destination? Si vous payez la différence, on peut s'arranger. Ça me paraît un peu étrange. Ça va être très sympa. Je sortirai en même temps, ils interpellaient déjà. Donc là, ils réclament. Ça désacralise pas mal quand même le travail. Allez, le troisième mot, c'est candidature. Tout le monde aurait envie de voir Emmanuel Macron se présenter selon Roselyne Bachelot. Et oui, après Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui se montrait sceptique quant à la limitation du nombre de mandats présidentiels introduite par la réforme constitutionnelle de 2008. Eh bien voilà Roselyne Bachelot qui regrette donc de voir le locataire de l'Élysée empêché de se représenter. Tout le monde le regrette selon elle. Oui, tout le monde, même vous qui ne votez sans doute pas pour lui. Je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand qui n'a pas pour but d'offrir un 3e mandat à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut lui offrir qu'une 3e candidature et non pas un 3e mandat. Donc tout le monde est d'accord pour la 3e candidature de Emmanuel Macron. Ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre. Parce que finalement, ce qui va être absolument déceptif pour les opposants à Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne pourront pas lui régler son compte en 2027. Vous vous rendez compte, la tristesse? Mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter. Roselyne Bachelot sur Public Sénat, ce à quoi le président vient de répondre depuis Marseille. Je suis jour et nuit à ma tâche pour que le mandat que les Français m'ont confié soit utile pour le pays et pour nos compatriotes. Si j'y arrive, cela suffira à mon bonheur et à mon ambition. Ce qui m'importe, ce n'est pas de durer, c'est de faire, répond Emmanuel Macron dans les colonnes de la Provence. Vous avez envie, tiens, on va faire le sondage auprès des vrais voix. J'ai entendu quelqu'un qui disait ça aussi en 2007, Nicolas Sarkozy. Tout le monde. Tout le monde en rêve? Non, j'avoue que franchement, voilà, je suis obligé de démentir. Je vous avoue que là, je pense que l'usure du pouvoir, tout le monde y est confronté au bout d'un moment et Macron y est déjà confronté là. Non, et puis moi je pense que c'est des courtisans et puis c'est tout. La vérité, c'est que tout le monde ne rêve pas de battre d'Emmanuel Macron. Je pense que les Français veulent s'en débarrasser. Donc finalement, qu'il termine son quinquennat ou qu'il soit battu, l'essentiel c'est qu'il s'en aille. Donc en réalité, on ne peut pas être nombreux à en croire. Pardon, la phrase de Roselyne Bachelot, elle n'est pas aussi stupide qu'on pouvait le penser. Il dit le bonheur de celui qui pourrait le battre. Donc ça n'est pas uniquement un souhait de le voir réélu. C'est quand même quelque chose qui pourrait quand même venir encore parasiter son mandat actuel, qui est quand même la chose qui nous intéresse le plus a priori.